dass Snowden uns heute zugeschaltet J'ai wurde. parlé tout à l'heure du fait que Snowden nous a regardé Etwas zu tun. et il nous a appelé à faire quelque chose. Heute hören wir hier einen Talk. Aujourd'hui, on va voir un talk Und zwar Build Your Own NSA. qui s'appelle Baue deine eigene Fabriquer NSA. votre propre NSA. Geheimdienste sammeln Daten. Les services secrets collectent des données, mais ce ne sont pas les seuls. An wen denken wir da alle? An Il y a Google, aussi, an Facebook. il y a aussi des entreprises comme Google et Hat Facebook. einen Google-Account? Hände Qui, hoch, traut qui euch. ici a un compte Google? Levez la main. Das sind ganz schön viele. Il y en a beaucoup. Wer hat einen Facebook-Account? Qui a un compte Facebook? Es sind allerdings nicht nur die großen Firmen. Il n'y a pas que wie les grandes Facebook entreprises comme oder Google, die Daten Facebook sammeln. ou Google Es qui sind auch collectent die des données. kleineren Firmen. Il y a aussi des entreprises Oder un peu plus Unbekannte, petites wo wir die Namen ou noch même nie gehört haben. complètement inconnues. Und Leute, wo wir es nicht erwarten. Et des Zum gens Beispiel ich dont auf on der s'y attend Bühne. pas. Ich weiß jetzt, wer einen Google Par und exemple, wer einen Facebook-Account bei euch moi hat. je suis Vielen sur la Dank für scène, die Info. je sais qui a un compte Facebook ou Google, merci pour l'info. Diese Firmen oder auch ich könnte jetzt hingehen, Et diese Daten ces tauschen. entreprises ou moi pourrions y aller et échanger ces données ou les payer ou les vendre à des gens qui payent. Mein kleines Experiment hier war ziemlich lächerlich und natürlich banal. Ma petite expérience était un peu banale Eckart und Andreas et pas très intéressante. Davis Mais haben ein Sven Eckart größeres et Experiment Andreas gemacht. Mit Davis einfachen Techniken des Social Engineering und rausgefunden, ont fait une autre expérience was für Daten et gesammelt werden kann. se sont rendus compte de quelles In diesem données Talk werden on sie uns nicht nur peut erzählen, collecter. wer, warum Ils vont und wie Daten nous dire non sammeln, seulement sondern ob es auch noch eine qui, comment et Möglichkeit gibt, pourquoi Privatsphäre zu schützen. collectent des données, mais aussi comment on peut Andreas protéger ist nos Data données personnelles. Scientist Andreas est und data entwickelt scientist Technologien, damit et wir développe des technologies Wissen aus Daten extrahieren können. pour extraire du savoir Freiberufliche des Journalisten données. und Sven recherchiert est IT-Themen und est berichtet journaliste darüber für die bénévole Tagesschau und die Tagesthemen. et écrit auch des articles mitgewirkt bei pour Tagesschau et Tagesthemen Zu Themen wie WikiLeaks, Facebook und et dem écrit NSA-Skandal, des articles à propos, wo par gerade exemple, Edward Snowden einen großen Teil de eingenommen WikiLeaks, hat. de la NSA. Ich freue mich herzlich, die beiden hier zu begrüßen Je und bitte vous euch remercie um einen de saluer ganz lauten Applaus für les die deux personnes beiden ici und présentes wünsche euch allen viel Spaß. et de leur donner un tonnerre d'applaudissements. Amusez-vous bien. Danke. Ja, hallo zusammen. Also, Bonjour à wir freuen uns tous. natürlich sehr, dass wir hier sein dürfen heute. On se réjouit d'être là Ich, aujourd'hui. Wie gesagt, die Datenanalyse für die Donc, Recherche gemacht. moi, und, j'ai fait darf mich l'analyse de daher erstmal données entspannen jetzt und übergebe dann das Wort et, an Svea. et je vais laisser la parole à Svea. arbeite für den NDR bzw. die ARD und wir haben eine große Recherche gemacht, die ging über den Donc, ganzen Sommer und moi, je travaille pour in einer ARD relativ et on a fait une aufsehenerregenden recherche Berichterstattung Anfang November unter dem Hashtag Nackt im Netz. à propos Der eine oder du hashtag andere Nacktimnet. hat vielleicht dazu Et sogar was vous avez gesehen. peut-être déjà vu quelque chose Was wir parlant de wissen. ça. Also, wir wissen, dass wenn wir uns im Netz bewegen, On sait que quand on se balade dass sur le Firmen das net, mitbekommen und dass Firmen il y a des unser entreprises qui le Verhalten savent aufzeichnen. et Und des zumindest entreprises ein Stück weit, qui notent sind da notre verschiedene comportement. Parteien beteiligt, die sehen, auf welcher Webseite wir zum Par Beispiel exemple, sind. Also ils hier voient, jetzt mit einem kleinen ils voient sur Tool quel einfach site nur so kurz on, analysiert, on sind es surfe. jetzt 68 Par exemple, Parteien, ici, avec die cette wissen, petite dass application, ich je auf dieser peux, Webseite bin je peux voir und qu'il y die a zum un Teil certain nombre auch de die sites Möglichkeit qui voient haben, que je suis sur mich durchs ce Netz zu site-là verfolgen. et qui ont Ich denke, donc la possibilité de jeder me hier im suivre sur Publikum Internet. weiß das. Je pense que tout le monde le sait Also ici das ist bekannt. et que c'est connu. Trotzdem Mais quand gibt même, es die allerwenigsten. Also die allermeisten ça Internetnutzer ça sagen, dérange quand même pas, ich hab doch un nichts certain zu nombre verbergen. de personnes. Beaucoup Da wird diront schon nichts Böses damit passieren, die machen ja nichts mit j'ai rien à Daten. cacher, ça devrait pas être Sowieso nur für méchant. Werbezwecke. Und wenn man mal in der Industrie Et en fait, nachfragt, quand on regarde ist dans die l'industrie, Aussage, also l'excuse diese c'est Daten werden total gut anonymisiert. Das ces données, steht ganz ces données groß seront de drauf toute von façon Time. anonymisées, il n'y a aucun Und souci à avoir. verkaufen, das macht. Et Das macht les niemand. vendre, Was non, würde personne ne fait ça. niemand tun. Wirklich? Vraiment? Das wollten wir genauer wissen. Nous, on a voulu le savoir plus précisément. Comment Ich gründe on eine accède Firma. à ces données? Ich habe Je also suis im une entreprise. Juni eine Webseite aufgesetzt. J'ai fabriqué un site web, c'est assez facile. Paar schöne Fotos, Quelques photos, un gestionnaire de contenu, un peu de, un peu de vocabulaire marketing. Von Technologie und Kreativität.
mon entreprise fait un mélange de technologie et de créativité et propose aux clients de faire des campagnes personnalisées. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Beaucoup de données utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, il m'a fallu une collègue efficace. Donc Anna Rosenberg, ici présente. Anna Rosenberg travaille pour MITS Technology et est basée à Tel Aviv, ne parle pas un mot d'hébreu. Mais il n'y avait pas de souci. Et j'ai choisi Tel Aviv, même si je ne connais pas la ville, parce que on m'a dit qu'Israël était très bon pour les données. Et il ne fallait pas que je crée une entreprise allemande parce que, soi-disant, je n'aurais rien comme données. Et donc, Anna Rosenberg s'est mise à la chasse par téléphone. Donc l'entreprise qui collecte les données et qui les utilise. Ma question était si les données collectées pourraient être vendues. Si je pouvais avoir disons un échantillon gratuit. Parce que sans ça, je ne pourrais pas vraiment faire quelque chose. Et donc j'ai reçu cet échantillon. Par exemple, le plus intéressant, c'est par exemple den Internetmarkt, reichern Daten an. Das sind so ziemlich wichtige Player in diesem ganzen Spiel, weil den Internetmarkt zu analysieren, brauchen wir sehr viele Daten. Und ja, der ein oder andere war dann auch tatsächlich bereit, mir ein kostenloses. Et donc l'un ou l'autre était prêt à me donner un échantillon pour que je puisse estimer la qualité des données, un échantillon gratuit. Ces données sont arrivées, ces échantillons. Et donc c'est de ces échantillons qu'on va parler. Et qu'est-ce qui était là-dedans? On avait un accès quasi instantané pendant 14 jours de données utilisateurs qui s'actualisaient en temps réel. C'était 3 millions d'utilisateurs allemands dans cet ensemble de données. Et c'était les flux de clics pendant un mois. Donc le flux de clics, c'est un peu le mot valise pour historique du navigateur. Et donc, on a joué de manière exploratoire avec ces données. On a fait un grep dessus et on a regardé ce qui se passait. Par exemple, quand on cherchait @polizei.de, c'est-à-dire des adresses mail de la police allemande. J'enlève mes lunettes, change d'identité. Donc tout ce qui est en X, c'est moi qui l'ai enlevé pour des raisons de confidentialité. Par exemple, le 1er août 2016, un ordinateur sur Google à 5h30. Ok, la personne cherche un Volkswagen de cette catégorie. Très bien. Ok, on peut se demander ce que ça a à voir avec la police et quelle est cette personne. Et donc si on va un peu plus loin dans ces données, voilà, c'est donc un stream vidéo que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre la masse d'informations qui se trouve là-dedans. Qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il cherche, et qu'est-ce que cette personne cherche et à quel moment il a été donc sur le site de la police. Par exemple, Ermittlungsverfahren, processus donc
Schauen wir doch mal. Ich schmeiß mal einen Decoder, da ist es. Donc, je cherche un décodeur. Im Rahmen eines hier bearbeiteten Ermittlungsverfahrens wegen Computerbetrugs-Aktenzeichen habe ich jetzt rausgenommen. Donc, la personne... Bestandsdaten zu folgender IP-Adresse habe ich rausgenommen, Zeitstempel. Und netterweise hat dieser Nutzer et donc cet utilisateur dans Google Translate a laissé son nom, son nom de famille et son numéro de téléphone. Wir können jetzt schauen, donc on peut was erfahren wir über diesen Menschen in diesen Daten. On peut voir ce qu'on peut apprendre d'une personne par rapport à ses données. Là, on peut continuer à regarder, à descendre dans les données et voir qu'on peut comprendre qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait, qu'il enregistre des signalements de malware, qu'il écoute SWR. Et qu'il a quelques difficultés dans la vie. Notamment, là on voit une recherche, qu'est-ce que c'est l'IP 127.0.0.1 ? Donc il y a aussi des résultats de ce genre-là. Et là on a recherché que pour @polizei.de. Mais qu'est-ce qui serait quand c'était si c'était sur ce blog-là? Donc voilà ce qu'on a fait par exemple pour explorer un peu les données. Donc l'important c'est ce qu'il y a entre les guillemets. Donc c'est donne-moi la commande veut dire donne-moi tous les utilisateurs qui ont visité ce site-là. Et donc, on a vu qu'il y avait ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe si on voulait les anonymiser? Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui. Ce que nous avons vu, dans le meilleur des cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe, ça peut même devenir dangereux. C'est pourquoi dans les 15 minutes suivantes, je voudrais vous expliquer ce que c'est être anonyme et quel peut être le problème. Dem Datensatz. Also es gibt immer einen Datensatz von anonymisierten Nutzerdaten am Anfang, die man analysieren Donc il y a des données anonymes au début et dont elles ont des caractéristiques différentes. Donc elles sont par rapport aux droits des données personnelles. Donc, dans ces données, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des identifiants qui permettraient d'identifier directement la personne. De l'autre côté, il y a aussi des informations publiques, par exemple depuis Internet ou depuis d'autres sources qui sont disponibles librement. Et donc, ces données ont des caractéristiques de ces personnes qui permettent de remonter en fait à la personne à l'origine. Donc la désanonymisation, c'est une recherche de corrélation entre les deux ensembles de données qui permettent d'identifier les personnes. Et par exemple, à des fins statistiques ou de machine learning, on peut essayer d'identifier les candidats ou au moins réduire l'ensemble de candidats potentiels au plus bas et dans le meilleur des cas en fait identifier une seule et unique personne qui correspond à cet ensemble de données. Et donc si j'arrive à faire ça, j'ai désanonymisé l'utilisateur. Comme Svea l'a dit, dans les données qu'on a reçues, en fait, il y a des choses qu'on pouvait repérer assez facilement parce que c'était pas anonymisé en profondeur. Par exemple, il suffisait d'une seule URL pour récupérer tout ça.
Et donc, par exemple, une fois par Twitter ou par Xing, il y avait dans l'URL des informations du pseudonyme de la personne, voire de son vrai nom. Et donc, dans la première adresse, on voit que cette URL ne marche que pour les gens qui sont connectés sur le site. Et donc, je peux partir du principe que le nom d'utilisateur qui est là, c'est en fait celui de l'utilisateur courant. Et donc le deuxième qui est un peu moins clair, ici on se rend compte qu'on a une adresse de profil et ce qui fait la différence, c'est cette requête particulière et ça c'est rajouté dans l'URL seulement si en tant qu'utilisateur enregistré je me connecte sur mon propre profil. Et donc ça nous a permis dans les deux cas d'identifier de manière unique l'utilisateur qui a été anonymisé. Et donc on a eu beaucoup d'utilisateurs de cette façon-là. Et donc Xing a par exemple fait beaucoup de modifications par rapport à ça et Twitter ne considère pas ça comme un problème et ne souhaite pas faire de modifications de ce point de vue-là. Donc comme chose à retenir, il vaut mieux pas stocker des informations personnelles dans les URL. Ensuite, il utilise des comportements un peu plus avancés pour anonymiser des ensembles de données. Donc, cet article, par exemple, des années 2007, de recherche, où des chercheurs ont travaillé sur des données publiées par Netflix. Donc, c'était des données anonymes d'utilisation de Netflix. Ces données ont été envoyées sur une plateforme d'analyse de données et dans le but de faire analyser ces données par des data scientists. Et l'idée, c'était de développer de nouveaux algorithmes pour suggérer des films, par exemple. Et la désanonymisation était possible. Donc dans ce cas, c'était par exemple et donc des comptes clients avec par exemple le nom réel de l'utilisateur. Indem sie die Bewertungen von IMDb herangezogen haben und diese mit den Bewertungen auf Netflix verglichen. Et donc on a comparé ces deux éléments. Usern auf IMDb zu identifizieren. Das heißt, hier war eine De-Anonymisierung. Donc on a comparé en fait les commentaires sur IMDb avec les commentaires sur Netflix et ça nous a permis aussi de se rendre compte que les personnes ont les deux utilisateurs ont regardé exactement les mêmes films. Et donc ces techniques, on peut aussi les utiliser sur nos données à nous. Et donc, il y avait à peu près 3 milliards d'URL sur 9 millions de domaines et qui concernaient 3 millions d'utilisateurs. Donc, étant donné que les données étaient anonymisées, on est parti du principe que le fournisseur était intéressé par vraiment anonymiser les données proprement. Et donc, on a enlevé toutes les données de l'URL par exemple et on a juste gardé les informations. Est-ce que l'utilisateur a fréquenté ce domaine-là pendant cette période? Et donc de cette façon on permet de protéger les utilisateurs d'une autre désanonymisation. Für die weiteren Schritte vereinfacht und für Nutzer, die wenige Datenpunkte haben, auch die meisten Techniken nicht anwendbar sind. Et donc, on a regardé les utilisateurs avec suffisamment de domaines parce que sinon les données n'étaient pas utilisables. Et donc ici on a tracé donc l'indice de popularité des domaines, donc plus c'est à gauche, plus c'est populaire. Et sur l'axe vertical, il y a le nombre d'URL qui ont été concernés pour ce domaine-là. Et on voit que si on regarde les URL, les domaines les plus populaires, les 100 domaines les plus populaires, ça représente plus de 99% de l'ensemble de données complets.
Donc la plupart des recherches concernent ce domaine. Et donc par contre on a aussi des domaines qui ont été consultés par un nombre très restreint de personnes. Et donc on a la différence entre des domaines très populaires qui ont été visités par quasiment tous les utilisateurs et aussi ces domaines qui ont été fréquentés par très peu d'utilisateurs. Et donc ça permet d'identifier assez facilement des utilisateurs individuels. Donc le premier pas pour la désanonymisation, c'est de catégoriser les utilisateurs. Donc on va faire un tableau où chaque ligne correspond à un utilisateur et chaque colonne a un domaine. Et chaque élément est soit 0, soit 1. Et c'est 1 si l'utilisateur a consulté le domaine en question. Donc on obtient une matrice avec 9 millions d'entrées pour les domaines et 1 million pour les utilisateurs. Et donc cette matrice peut être représentée assez facilement parce qu'elle contient beaucoup de zéros. Donc l'algorithme qu'on a utilisé, il est en fait très simple. Donc on génère cette matrice M que j'ai montrée et on génère en fait un vecteur et dans ce vecteur on met différentes informations que nous voulons comparer avec ce qu'on trouve comme données dans le profil de l'utilisateur. Et qu'on prend ce vecteur et qu'on le multiplie avec la matrix, on a un résultat. Et pour chaque utilisateur un seul chiffre. Et donc avec ce chiffre, on peut trouver la personne qui correspond le plus à la question qu'on a posée, au problème qu'on a posé. C'est donc très robuste et relativement effectif pour dénonymiser. Bien sûr, c'est très abstrait, c'est pour ça que je vous propose un exemple d'un utilisateur choisi. On va donc aller point par point et à chaque point, on va voir ce que l'utilisateur a visité comme domaine et combien d'utilisateurs ont visité donc ce domaine. On va commencer à gauche avec 1,1 million, c'est gog.com et on voit déjà qu'on a une réduction dans la quantité des données par rapport aux utilisateurs qui ont réellement visité ce domaine. Et ensuite, donc, on peut comprendre que cet utilisateur est utilisateur de Télécom. Il a donc telecom.de. Il a donc visité ce site. Et on arrive donc à 367 entrées. Et enfin, on regarde si cet utilisateur est un utilisateur de la Sparda Bank. On arrive à 11 solutions et pour final, on trouvera que l'utilisateur a visité le site du journal Handelsblatt et donc on arrivera à une entrée finale. Et donc avec ces informations qu'on a extraites d'ensemble public, on a réussi avec ces 4 informations à identifier l'utilisateur. Donc maintenant, à quel point ça fonctionne cette procédure. Donc on a vu que dans l'ensemble de données, on a vu toutes les informations du comportement de l'utilisateur. Et là, on a utilisé une dizaine de milliers de domaines sur le script. Et donc l'efficacité ici on a regardé l'efficacité de la méthode en fonction du nombre de domaines qu'on a à disposition. Et donc on regarde par exemple sur un ensemble de 200 utilisateurs. Donc, par exemple pour 50 domaines, il y a à peu près
160 utilisateurs qui pourraient être à peu près similaires à l'utilisateur qu'on cherche. Et donc, si on monte à 100 domaines, on descend ce chiffre à 25 à peu près. Et si on ajoute encore plus des domaines, on arrive très vite à identifier de manière unique l'utilisateur. Et donc, pour l'identification, on a grosso modo pas d'erreur possible. C'est donc c'est une pseudo-théorie, enfin c'est encore pas complètement stable. Et c'est relativement peu probable qu'on arrive à de telles données. Anhand von öffentlichen Informationsquellen wirklich die Anonymisierung durchzuführen mit den Usern, die wir haben. Und ich zeige jetzt 3 Beispiele. Je vous montre maintenant 3 exemples. Donc ça a à voir avec l'analyse de Twitter. On a pris un utilisateur dans notre banque de données. Et on a regardé quelle URL il a utilisé. Et sur ce tweet, on a extrait un URL. Et on a utilisé ce domaine dans notre algorithme. Comme on peut le voir, pour cet utilisateur, on a 8 domaines qui ont été extraits, qui sont relativement populaires, GitHub, Change.org, Change.org, ou bien paper.ly, etc. Besucht wurde und auch andere kleinere Webseiten. So, wenn wir jetzt et donc maintenant, quand on regarde quels utilisateurs ont consulté au moins un de ces domaines dans la période correspondante, donc, et qu'on note le nombre d'utilisateurs, on a ce graphique-là. Et donc, on a à peu près 11 000 utilisateurs qui ont cherché sur un de ces sites. Et en fait, là, on voit qu'il y a un seul utilisateur qui a consulté tous ces sites. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont vu 1, 2 ou 3 de ces sites, voire 4. Mais pour 7, comme dit, il y en a vraiment qu'un seul. Et du coup, c'est l'utilisateur qu'on voulait désanonymiser. Et donc, on a à nouveau un moyen à 100% de détecter cet utilisateur. Donc, parfois, on n'arrive pas à avoir l'utilisateur de manière unique, mais on peut quand même réduire jusqu'à 10 ou 20 utilisateurs. Le deuxième exemple que je voudrais montrer, ce sont des données YouTube. Enfin, ça a été fait avec des données YouTube. Et donc, il y a pas mal de données qui ont été anonymisées, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de désanonymiser quand même. Par exemple, avec les URL YouTube, on peut voir quel utilisateur a regardé quelle vidéo. Et on pourrait penser que cette information de vidéo publique n'est pas très critique, mais ce qu'on a fait pour voir si c'était vraiment pas très critique, c'est qu'on a extrait un utilisateur de notre ensemble de données et on a regardé ses vidéos favorites pour cet utilisateur qui est public aussi. Mais alors on peut choisir de ne pas publier ça sur son compte YouTube, mais 90% des utilisateurs le laissent par défaut, ce qui est public. Et donc de manière automatique, on a récupéré les ID des vidéos. On les a mis dans notre algorithme et on a récupéré les domaines qui correspondaient, qui contenaient ces ID dans l'URL. Et donc là, on a justement ces ID et on regarde le nombre d'utilisateurs qui ont vu au moins une de ces vidéos. Donc il y a maintenant à peu près 20 000 utilisateurs qui ont vu une de ces vidéos. Et le nombre de visiteurs potentiels pour ces URL décroît vite quand on augmente le nombre d'URL
qu'on veut visiter. Et par exemple, ici, on récupère à nouveau un seul utilisateur qui a regardé la majorité de toutes ces vidéos. Et donc, ça nous permet d'identifier à nouveau l'utilisateur qu'on cherchait. Et donc, ça veut dire que avec les données qu'on a, même plusieurs millions d'utilisateurs, on peut remonter à une personne avec le compte YouTube, et on voit que ça marche même mieux qu'à partir du compte Twitter que j'ai montré précédemment. Et donc, un ID YouTube est vraiment encore plus simple qu'une URL Twitter à déchiffrer. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer est basé sur l'analyse de données, de géodonnées. Donc on extrait de notre ensemble de données. En fait, c'est relativement simple à partir de Google Maps URL. La plupart du temps, au-dessus de l'URL, il y a les données, les coordonnées, les données du GPS. On peut donc, à partir de ça, une carte des utilisateurs, on peut réaliser une carte des utilisateurs. On peut donc les géodonnées sont particulièrement intéressantes parce que c'est relativement difficile de les falsifier. Par exemple, il est facile de transformer les vidéos qu'on voit, mais relativement difficile. Il est difficile de changer les lieux où on va. Donc, c'est relativement facile de savoir quel utilisateur s'est déplacé dans quel cercle. Donc, on a extrait des données à partir de Google Maps. Là, à partir des données qu'on trouve dans les photos. On peut donc à partir de... Non, excusez-moi. On peut donc extraire à partir de quelques points, identifier les utilisateurs à nouveau. Et donc maintenant, est-ce que je peux me cacher dans mes données? Et donc, par exemple, est-ce que je pourrais tromper l'algorithme en ouvrant des sites que j'ai pas l'habitude de consulter? Et ça, je voudrais dire que en fait, ça fonctionne probablement pas. Pour la simple raison que ici on fait une correspondance entre des caractéristiques qui sont réalisées ou non, et on cherche donc on peut rajouter des données, ça va rajouter des données à notre vecteur, mais ça ne peut pas en enlever. Et donc on peut rajouter autant de données qu'on veut, ça ne changera pas le résultat de l'algorithme. Et on ne pourra donc pas être confondu avec un autre utilisateur juste à cause de ça. Et donc c'est très robuste par rapport à des perturbations ou des modifications des données de l'utilisateur. On peut donc dire que cette sorte d'ensemble de données a des caractéristiques très particulières et sont vraiment difficiles à analyser. On ne peut jamais être vraiment sûr que les processus d'analyse ou bien qu'on puisse vraiment protéger l'utilisateur par rapport aux données qu'il laisse. Par exemple, des données qui ont été rendues anonymes il y a 10 ans, 5 ou 10 ans, c'est toujours possible, a posteriori, d'identifier à nouveau des utilisateurs, même par rapport à des données qui sont relativement anciennes. Donc, on peut de cette manière identifier très facilement et très clairement un utilisateur. Qu'est-ce que cela signifie quand on est confronté avec ses propres données? En tout cas, quand quelqu'un d'autre est confronté avec ses données propres.
On a donc fait des recherches pour un magazine politique et on a donc regardé, le profil d'hommes politiques ou de femmes politiques. Donc 3 personnes du SPD et là en dessous encore quelqu'un, des personnes qui appartiennent au parti des Verts. On voit donc ici, dans un bureau du du ministère de la chancellerie. Et donc les statisticiens travaillent beaucoup pour les hommes politiques. Et donc, c'est relativement difficile d'avoir quelqu'un qui accepte de venir devant la caméra. Et donc, on a pris ici une personne qui a accepté. Elle a donc, pour la conférence, cette personne a donné ses données, a accepté de les donner. Donc, j'ai pas eu besoin de les anonymiser comme je l'ai fait précédemment. Non, dans un premier temps, banking, donc des données bancaires. On peut donc, de manière très claire, voir où est-ce que les gens ont leur compte bancaire. On ne peut pas exactement savoir ce qui s'y passe, mais on peut savoir en tout cas où. Enfin, fin août, beaucoup de gens ont déclaré leur déclaration d'impôt. Et donc, on va descendre un peu dans les données. Et donc, on va parler donc de ces déclarations d'impôts. On peut voir ici sur Elster Online. On ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé parce que ici un mot de passe est demandé, mais en tout cas, on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont cherché et qu'est-ce qu'ils ont rempli comme formulaire. Et en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont pensé intégrer à leur déclaration d'impôt. C'est vraiment plein de détails. En tout cas, riche en détails. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit quand on s'est retrouvés dans son bureau? On peut l'écouter. Tout est à voir. Oh là là. Merde. Tout est à voir. Merde. Il y a une autre histoire avec une autre histoire dont on a parlé avec elle. Donc thébonine, c'est quelque chose qu'on appelle quand on a des problèmes de santé, un problème bien particulier que je ne sais pas traduire. En tout cas, on peut savoir quelle sorte de médicament pour cette personne. Ça peut être aussi un moyen de pression. Ça de connaître l'état de santé. En fait, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai regardé cette thébonine. En tout cas, maintenant, je vois bien que c'est relié à mon nom en plus. Donc voilà, c'était Valérie Wims qui réagit aux données qu'on lui a montrées, ses propres données. En tout cas, on peut imaginer où est-ce que les personnes vivent leur vie sexuelle en ligne et en tout cas à quel moment est-ce que ça peut apparaître lorsque les gens laissent des traces en ligne. En tout cas, les gens ont des rêves et des pensées, des choses qui ne peuvent pas être normalement entendues par un tiers. Mais à partir de ces recherches, c'est relativement clair. Et la plupart des personnes qui ont été confrontées à leurs données ont été relativement choquées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui donne ces informations sur les navigateurs? On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'extensions
des navigateurs qui étaient des sources de données. Donc on a par exemple testé et désactivé successivement des extensions. Par exemple ici WOT qui fait de l'exploration entre guillemets sûre d'Internet. Qu'on suppose, enfin qu'on suspecte. On a aussi testé avec. Donc pendant qu'on avait un accès direct aux données, on a contacté un spécialiste de la sécurité et il a mis en place un environnement où il y avait uniquement ce plugin et donc on pouvait voir que c'était ce plugin qui dénonçait en fait et qui donnait des informations. Pourquoi est-ce que le tracking par application ou par extension est si intéressant? Par exemple, donc je voudrais par exemple obtenir une idée globale du comportement d'une personne. Donc comme un utilisateur, donc je récupère le site dans mon navigateur. Ensuite, je récupère un script JavaScript. Ce script JavaScript peut mettre des cookies ou stocker d'autres informations qui me suivent en tant qu'utilisateur. Et donc pour les utilisateurs, maintenant, il y a eu des extensions qui ont été mises en place pour bloquer ce genre de choses et qui coupent, par exemple, ou qui interceptent la communication au serveur de tracking. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de récupérer ces données. Et donc, c'est pour ça que il commence à y avoir beaucoup de mécanismes qui passent par d'autres applications qui permettent de contourner assez facilement les limitations de ces applications de blocage. Et donc, ça a encore un autre avantage pour ces fournisseurs de données, parce que ça donne pas seulement les données des sites sur lesquels il y a un tracker, mais aussi les autres sites qui ne tracent pas leurs utilisateurs. Et donc, ça permet d'avoir, pour quelques utilisateurs, un spectre de données beaucoup plus large. Et on voit quasiment l'intégralité de l'historique de navigation de cet utilisateur. Donc, à nouveau, on a analysé combien de données chaque extension. Donc ici, on a un plug un graphique qui est logarithmique dans les deux sens. Et ça veut dire que donc vous avez à chaque fois à gauche le rang de l'extension, c'est-à-dire les extensions les plus fréquentées, et verticalement on a les extensions les plus populaires, par exemple Web of Trust, le plus haut. Et donc, quand on prend les 10 premières extensions, on voit que 95% des données sont dévoilées par cette extension-là. Et donc, ce sont que quelques extensions qui génèrent la majorité des données qu'on récupère. Et donc, ces quelques extensions peuvent fournir quelques milliers, voire quelques centaines de milliers ou millions de données. Et donc ça, il faut savoir que c'est quand même, disons, un maximum. Et donc on a regardé à nouveau on a fait un test avec une automatisation qui testait différentes extensions. Et donc on a suivi quelques sites et on a essayé de voir quelles URL étaient visitées par le navigateur quand on ouvrait certains sites. Et donc on voyait aussi quelles autres URL étaient consultées par rapport à la liste d'URL qu'on voulait consulter à la base. Et ici, on peut voir que la plupart des
des extensions n'ouvrent que les URL auxquelles on s'attendrait par rapport à l'ensemble de données de test. Mais il y a quelques extensions qui se comportent de manière un peu suspecte. Et donc, avec une analyse plus détaillée, on a regardé que l'application a envoyé des données à un site web tierce. Et donc, dans ces extensions, il n'y en avait que quelques-unes qui dénonçaient en fait le comportement de l'utilisateur. Et donc, dans la majeure partie des cas, on voit qu'il y a peu de données qui fuitent, mais il y a quand même quelques cas où des quantités de données considérables sortent. Et est-ce que je peux me protéger de ça? C'est donc c'est toujours plus difficile de bloquer les trackers, comme on peut le voir à partir de moins en moins de données, on arrive à identifier des données anonymes. C'est-à-dire qu'à partir d'informations qui bloquent le tracker, je peux donc quand même arriver à être identifié à nouveau. Si je veux être sûr quand je suis sur Internet, il faut que je pense à faire tourner les caractéristiques qui pourraient m'identifier, bien que ce ne soit pas une garantie que c'est quelque chose qui ne puisse pas être, qui ne peut pas être traqué. Il est en fait quasiment impossible d'être sur Internet sans risquer, sans rencontrer le risque d'une déanonymation. Also WOT verschwand relativ kurz nach der Veröffentlichung des Donc VOT, aus dem Chrome Web Store und aus dem Mozilla Store. VOT, donc relativement ont été utilisés très vite sur Chrome et sur Mozilla. Aber natürlich die Plugins, die weiterhin installiert sind und et ensuite, les plugins qui ont été installés ou qui n'ont pas été ensuite désinstallés ensuite, ça ont continué. Ist WOT wieder im Google Chrome Store verfügbar. So mein persönliches Fazit. Ma conclusion personnelle, c'est défendez-vous vous-même, c'est-à-dire on peut pas faire confiance aux stores, magasins en ligne qui proposent des applications et des plugins. Qu'est-ce que nous sommes à la fin de notre conférence, de notre présentation, mais on peut dire qu'il y a une grosse équipe qui nous soutient. Et je remercie, je les remercie et je remercie particulièrement Yasmin Custer qui est assis au premier rang, ma collègue. Il nous reste du temps pour les questions. Donc, si quelqu'un veut proposer une question, je vous en prie, allez au micro. Ah, je vois des mouvements. Peut-être Jean qui sauve. So einfach für die nicht deutschsprachigen. Aber sehr spannend. Da hinten haben wir eine Frage, genau, Mikrofon 6, bitte. Donc, s'il vous plaît, micro 6. Prenons que si la personne qu'on analyse n'est pas dans la base de données des données. Donc si la personne n'est pas dans l'ensemble de données qu'on a, est-ce qu'il y a un risque de faux positif? La réponse, alors oui, il y a potentiellement un risque de faux positif. Après, il faut voir si c'est vraiment gênant pour le fournisseur qu'il puisse y avoir des faux positifs, parce que ça peut être, enfin pour certains utilisateurs, ça peut être
ça peut être suffisant de connaître l'utilisateur avec une probabilité de 10% d'avoir raison. Et donc, ça peut faire par contre beaucoup de problèmes si l'utilisateur n'est pas dans cette base de données et qu'on l'identifie à tort. Et donc, typiquement, par exemple, pour un crédit, ça serait dangereux que ce soit d'autres données et que du coup, ça me joue des torts. Ma question problème, qu'est-ce que ça coûte la question? Donc on peut donc est-ce qu'on a une la réponse donc on paye pour une licence pour un mois ou un an et c'est environ pour un chiffre à 6 entrées. Donc, vous avez parlé des 10 plus graves. On s'est demandé si on pouvait dévoiler les extensions, et je voudrais pas pour l'instant dénoncer les extensions. On va essayer de toutes les identifier, mais on veut être sûr de dénoncer en fait les vraies extensions avant de donner des noms. Question d'Internet? Also ich nehme jetzt einfach mal ein paar Fragen aus dem Internet zusammen. Im Wesentlichen, je vais résumer quelques questions d'Internet. Est-ce qu'il y a des solutions techniques ou juridiques de se protéger de ça? Est-ce que ça a été proposé, par exemple, de dénoncer en justice? De pouvoir porter plainte? Donc pour l'instant, je ne crois pas que quelqu'un ait porté plainte. Des possibilités techniques, il en existe beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas le problème. Et donc, en cas de doute, la responsabilité est chez le développeur des navigateurs. Et par exemple, pour Google Chrome, on a vu que WOT était vite réintégré dans le store. Et donc la responsabilité est aux fournisseurs de ces logiciels de gérer ces extensions. Et c'est aussi une bonne idée de regarder de temps en temps d'autres fournisseurs de navigateurs, parce qu'il y en a qui font en sorte qu'on puisse même pas installer le plugin, et donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Nummer 5, bitte. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Liste, die ihr für eure Recherche erstellt habt, von Unternehmen, die Daten verkaufen? Est-ce que ça serait possible de publier la liste des entreprises qui publiaient ce genre de données, par exemple comme une liste d'entreprises où il ne faut pas travailler? Alors, il manque un nom, celui de l'entreprise avec laquelle je suis rentré en contact, et ce sont en fait des raisons juridiques pour lesquelles on n'a pas le droit de les dévoiler, et aussi par peur de ces entreprises et par peur des plaintes qui pourraient en suivre. Et donc pour l'instant on n'avait pas le droit de dévoiler ces noms, mais c'est un travail qui reste en cours pour l'instant. Mikro 1. Donc un classique, ça serait de désactiver les cookies et le JavaScript, sauf pour les sites auxquels on fait confiance.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire contre des données qui dépendent uniquement de l'adresse IP, par exemple. Donc maintenant, il y a beaucoup de fournisseurs qui ne dépendent plus des cookies et donc qui utilisent d'autres sources de données qui sont difficiles à changer, par exemple l'adresse IP ou d'autres identifiants qui sont fixes et qui sont difficiles à changer. Et donc c'est facile ou au moins pas très difficile de suivre des utilisateurs sur différents moyens identifiants. Micro 6. Zur De-Anonymisierung. La désanonymisation. Ist es möglich, so De-Anonymisierung stark zu erschweren oder zu verhindern durch... Et est-ce que c'est possible de rendre cette désanonymisation plus difficile avec des extensions pour la vie privée? Donc ça peut être utilisé, mais ici pour les données, en fait, le problème c'est que l'utilisateur ne connaît pas les données qu'il envoie et à aucun moment la permission est demandée. Donc la seule possibilité que j'ai en tant qu'utilisateur, c'est de rajouter des faux points de données, mais j'ai aucun moyen d'en enlever. Et donc c'est plus difficile de le faire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il faut donner le moins d'informations possible quand on peut. Et parce qu'on voit que quand il y a des petites informations, c'est assez facile de réduire l'ensemble de données. Et donc, en fait, pour cela, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai une question un peu plus naïve. C'est une question juridique. Ça me semble. Diese Namen zu nennen. Auf der anderen Seite, da scheint es mir ein gewisses juristisches Gefälle zu geben, das ich gern verstehen würde. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui vous empêche juridiquement de donner ces noms? Sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Wir haben tatsächlich diesen juristischen Aspekt für diesen Vortrag ausgeklammert. On s'est penché sur les problèmes juridiques ici, mais donc il y a eu beaucoup de discussions avec des organismes de protection des données et donc alors, on s'est demandé est-ce que ça pourrait être autorisé de divulguer ces données. Et en fait, en Allemagne, c'est interdit de dévoiler ces données parce que simplement c'est interdit par la loi, parce que l'utilisateur n'a pas donné son accord. Et ça pourrait en fait être condamnable via les organismes de défense des droits. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'est senti appelé à porter plainte. Mais ce qu'on fait pour l'instant, c'est de faire en sorte qu'il y ait une déposition auprès du défenseur des droits. Et c'est très difficile, surtout pour les entreprises étrangères, de pouvoir se plaindre et de pouvoir agir sur le plan juridique. Et donc c'est difficile de menacer des entreprises étrangères. Relativ gering, deswegen es auch relativ wenig eigentlich zu solchen Dingen kommt, denken wir. Gut, ich denke, wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Wir haben noch eine aus dem Internet. Une question d'Internet encore. Das Internet lässt fragen, inwiefern man seine eigenen Informationen, sofern sie auftauchen, von euch bekommen kann oder auch nicht. Schwierige Frage. Donc l'Internet demande est-ce qu'on peut récupérer les informations que vous avez eues de nous? Et donc la réponse facile, c'est pas du tout, parce que ces données, on les a plus. On n'y a plus accès. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Dernière question. Ja. Okay. Ich
Je suis un ami de la défense de soi, mais est-ce que c'est vraiment possible? Parce que je veux dire, le thème est tellement complexe que les gens qui sont ici peuvent se protéger uniquement s'ils se prennent vraiment le temps de le faire. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de ma mère ou de mon oncle qui n'y comprennent pas grand-chose? Donc ça, c'est le problème dont on a parlé pendant la présentation, c'est que les utilisateurs ne se rendent même pas compte parfois qu'ils ont ce genre de problème. Et même si les gens qui lisent le blog Fefe sont plutôt au courant, il y a quand même des utilisateurs qui ne se défendent pas. Et donc il y a des gens qui partent du principe que ils laissent tomber et qu'ils se laissent tracer. Et c'est très difficile de savoir en fait ce qu'on peut faire avec toutes ces données. Et donc non, il n'y a pas pour l'instant de bonne solution pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez encore venir devant et poser les questions directement à l'orateur.